Il y a 6 millions d'années, quelque chose traversait le ciel d'Amérique du Sud. Pas un avion, pas un nuage, quelque chose de vivant. Une silhouette qui bloquait le soleil. Des ailes qui couvraient plus de 7 mètres d'une extrémité à l'autre. Un corps qui pesait autant qu'un homme adulte en pleine forme, peut-être plus. Et pourtant, cette créature volait. Elle planait au-dessus des pampas argentines comme un fantôme du Miocène, regardant vers le bas avec des yeux capables de distinguer une proie à des kilomètres de distance. Son nom scientifique est Argentavis magnificens. Et ce nom ne ment pas. Magnificens, magnifique. Magnifique au sens propre du terme, dans le sens qui dépasse l'entendement humain. Imaginez-vous debout dans une plaine ouverte. Le vent souffle du sud. Et soudain, une ombre glisse sur le sol devant vous. Une ombre aussi large que celle d'un petit avion de tourisme. Vous levez les yeux. Et là, à 100 mètres de hauteur, quelque chose tourne en silence. Pas de battement d'ailes, pas de cris. Juste cette forme immense, immobile dans le ciel, qui tourne, qui observe, qui attend. C'est Argentavis, l'oiseau le plus grand qui ait jamais volé sur cette planète. Pas selon une légende, pas selon un mythe, selon la science, selon les os, selon les calculs de biomécanique publiés dans des revues à comité de lecture. Et voilà le paradoxe qui hante les paléontologues depuis la découverte de cette créature en 1979. Selon toutes les lois connues de la physique du vol, cet oiseau n'aurait pas dû pouvoir voler. Ses ailes étaient trop grandes, son corps était trop lourd. La puissance musculaire nécessaire pour décoller depuis le sol dépassait ce que ses os pouvaient supporter. Et pourtant, les preuves sont là, gravées dans la roche de la formation Huayquerías, dans la province de Mendoza, en Argentine. Argentavis a existé. Argentavis a... Et la manière dont il le faisait remet en question tout ce que nous pensions savoir sur les limites du vol animal. Alors comment une créature de ce calibre pouvait-elle quitter le sol? Comment pouvait-elle se maintenir en altitude? Comment chassait-elle, se nourrissait-elle, survivait-elle dans un monde qui n'existe plus? C'est ce que nous allons démêler ensemble aujourd'hui. Attachez vos ceintures, parce que l'histoire d'Argentavis est bien plus étrange, bien plus complexe et bien plus fascinante que n'importe quel documentaire animalier n'a jamais osé vous le montrer. Pour comprendre Argentavis, il faut d'abord comprendre le monde dans lequel il vivait. Nous sommes au Miocène tardif. Plus précisément, il y a environ 6 millions d'années. La Terre est reconnaissable, mais seulement à peine. L'Amérique du Sud existe déjà, mais elle est encore une île. Un continent isolé, coupé de l'Amérique du Nord par des centaines de kilomètres d'océan. Pas de Panama, pas de pont terrestre. Juste l'Atlantique au nord-est, le Pacifique à l'ouest, et une faune qui a évolué en vase clos pendant des dizaines de millions d'années. Pensez-y un instant. Des dizaines de millions d'années d'isolement. C'est plus long que toute l'histoire des primates. C'est suffisant pour produire des créatures qui n'existent nulle part ailleurs sur Terre. Des créatures que l'évolution a façonnées selon ses propres règles, sans les contraintes imposées par les grands prédateurs des autres continents. Le climat, à cette époque, est en train de changer. Le Miocène tardif est une période de transition. Les températures globales baissent lentement. Les forêts tropicales denses qui couvraient autrefois une grande partie de l'Amérique du Sud commencent à reculer. À leur place s'étendent des savanes ouvertes, des prairies sèches, des plaines balayées par le vent. Le paysage ressemble à quelque chose entre la pampa argentine actuelle et les grandes plaines africaines. Vaste, ouvert, exposé. Et c'est précisément ce paysage qui a rendu Argentavis possible. Parce que pour planer, il faut de l'espace. Il faut des thermiques, ces colonnes d'air chaud qui montent du sol, surchauffées par le soleil. Il faut des vents réguliers, des courants ascendants le long des reliefs, des falaises et des pentes qui transforment le vent horizontal en ascenseur vertical. Et la région qui correspond aujourd'hui à la province de Mendoza, en Argentine, au pied des Andes qui commencent à peine à se former à cette époque, cette région offre tout cela. Les Andes de cette période ne sont pas encore les géants qu'elles sont aujourd'hui. Elles grandissent, elles poussent vers le ciel sous l'effet de la tectonique des plaques, et ce processus crée des pentes idéales pour les vents ascendants. Des pentes que quelque chose comme Argentavis pouvait utiliser comme des rampes naturelles pour s'élancer dans les airs. Mais revenons aux os, parce que tout ce que nous savons sur Argentavis vient des os. En 1979, une équipe de paléontologues argentins travaille dans la formation géologique
connu sous le nom de Huayquerias, dans la province de Mendoza. C'est une région aride, rocailleuse, peu accueillante, exactement le genre d'endroit où les fossiles se conservent bien et où personne n'a envie de passer ses vacances. Les chercheurs fouillent méthodiquement les strates du Miocène tardif quand ils tombent sur quelque chose d'inhabituel. Des os d'oiseaux, des os immenses, pas des os de dinosaures. Les strates du Miocène sont bien trop récentes pour ça. Des os d'oiseaux, incontestablement. La structure est là, les os creux, les pneumatisations caractéristiques, la forme générale. Mais la taille est impossible. Un os d'aile, l'humérus, l'os du bras supérieur, qui mesure plus de 50 cm de long. Pour comparaison, l'humérus d'un condor des Andes, le plus grand oiseau volant vivant aujourd'hui, mesure environ 30 cm. Celui d'Argentavis est presque 2 fois plus grand. La nouvelle se répand rapidement dans la communauté scientifique. Les fragments sont analysés, catalogués, comparés. Et petit à petit, une image émerge. Incomplète, nous n'avons jamais trouvé de squelette entier d'Argentavis. Jamais. Tout ce que nous savons sur cette créature repose sur des fragments épars, des os isolés, des pièces d'un puzzle que la science essaie encore d'assembler aujourd'hui. Mais ces fragments suffisent pour établir quelque chose d'extraordinaire. L'envergure d'Argentavis, la distance d'une extrémité d'aile à l'autre, est estimée entre 6 et 7 mètres. Certaines reconstructions plus récentes, s'appuyant sur des modèles biomécaniques publiés notamment dans le Journal of Vertebrate Paleontology, suggèrent même que 7 mètres pourrait être une estimation conservatrice. Pour mettre cela en perspective, l'envergure d'un condor des Andes est d'environ 3 mètres. Celle d'un albatros hurleur, le champion actuel de l'envergure parmi les oiseaux vivants, atteint 3,50 m au maximum. Argentavis les dépasse tous les deux, presque du simple au double. Et son poids. Son poids est le point où les choses deviennent vraiment intéressantes. Les estimations varient selon les études et les méthodes utilisées. Les premières reconstructions des années 80 suggéraient un poids compris entre 70 et 80 kg. Des travaux plus récents, utilisant des modèles de scaling basés sur les proportions osseuses, proposent une fourchette plus large, entre 55 et 100 kg. La valeur la plus citée dans la littérature scientifique actuelle est d'environ 70 kg. 70 kg. Le poids d'un homme adulte de taille moyenne, dans un corps d'oiseau, avec des ailes. Et c'est là que le paradoxe commence à se former. Parce que 70 kg, pour un oiseau volant, c'est une masse considérable. La limite théorique pour le vol actif, c'est-à-dire le vol avec battement d'ailes, chez les oiseaux, est généralement estimée autour de 15 à 20 kg. Au-delà de cette masse, les muscles pectoraux nécessaires pour générer la poussée vers le bas des ailes deviennent disproportionnés par rapport à la structure osseuse qui doit les supporter. L'oiseau casse avant de pouvoir décoller. Alors comment Argentavis faisait-il? La réponse à cette question va nous emmener bien plus loin que vous ne le pensez. Elle va toucher à l'aérodynamique, à la biologie évolutive, à la paléoclimatologie et même à l'ingénierie moderne. Mais avant d'y arriver, il faut d'abord comprendre à quoi ressemblait vraiment cette créature. Pas seulement ses dimensions, mais sa forme, son anatomie, sa présence physique dans le monde. Parce qu'Argentavis n'était pas simplement un grand oiseau. C'était quelque chose d'entièrement différent. Quelque chose que l'évolution n'a produit qu'une seule fois dans l'histoire de la vie sur Terre. Et quand vous verrez les détails de son anatomie, vous comprendrez pourquoi. Commençons par la tête. Parce que la tête d'Argentavis est l'une des premières choses qui trahit sa nature profonde. Et cette nature est plus complexe, plus nuancée, plus surprenante que ce que la plupart des reconstructions populaires laissent entendre. Le crâne d'Argentavis n'a jamais été trouvé entier. Ce que nous possédons, ce sont des fragments, suffisamment pour établir des proportions générales, pas assez pour être certain de chaque détail. Mais ces fragments, combinés à l'analyse phylogénétique de sa position dans l'arbre évolutif des oiseaux, nous donnent une image assez précise. Argentavis appartient au groupe des Teratornithidae, les oiseaux terreurs, ou plus précisément, les oiseaux prodigieux. Ce groupe, entièrement éteint aujourd'hui, a produit plusieurs espèces en Amérique du Nord et du Sud. Mais Argentavis magnificens est de loin le plus grand représentant connu. Il surpasse ses proches parents de la même manière qu'un éléphant surpasse un cochon. Son bec était long, puissant,
légèrement crochu à l'extrémité. Pas le bec en forme de crochet court et massif d'un vautour moderne, quelque chose de plus allongé, de plus proche du bec d'un marabout géant, mais plus robuste. Certains paléontologues, notamment Kenneth Campbell et Eduardo Toni, qui ont décrit formellement l'espèce en 1980, ont estimé que le bec pouvait atteindre 18 à 20 cm de long. D'autres reconstructions suggèrent qu'il pouvait dépasser 30 cm en incluant la partie basale. Ce bec pose une question fondamentale sur le régime alimentaire d'Argentavis. Et cette question est loin d'être résolue. Pendant longtemps, la vision dominante était celle du charognard géant. L'idée semblait logique. Un oiseau aussi lourd, qui ne pouvait probablement pas effectuer des piquets rapides ni des attaques surprises, devait se nourrir de cadavres. Comme les vautours actuels, mais en version colossale. Un nettoyeur du Miocène, planant au-dessus des pampas à la recherche de mégafaunes mortes. Mais cette vision a été sérieusement remise en question ces dernières années. Le problème, c'est le bec. Un charognard pur a généralement un bec adapté pour déchirer les chairs molles d'un cadavre. Un crochet court, puissant, capable de pénétrer profondément dans une carcasse. Le bec d'Argentavis ne correspond pas tout à fait à ce profil. Il est plus allongé, plus pointu à l'extrémité. Selon une étude biomécanique publiée dans Acta Paleontologica Polonica, cette morphologie est davantage compatible avec la capture de proies vivantes de taille moyenne. Des petits mammifères, des reptiles, peut-être de jeunes individus de la mégafaune sud-américaine. Pensez à ce que cela signifie. Une créature de 70 kg, avec un bec capable de saisir et d'avaler entière une proie de plusieurs kilogrammes. Parce que c'est l'autre élément crucial. Argentavis, selon toute vraisemblance, avalait ses proies entières ou en très gros morceaux. Son gosier devait être suffisamment extensible pour engloutir un animal de la taille d'un petit mouton d'un seul coup. Ses yeux étaient grands, bien orientés vers l'avant, caractéristique qui améliore la vision binoculaire et donc la perception de la profondeur, essentielle pour un chasseur qui doit évaluer des distances avec précision. À 6 millions de mètres d'altitude, à 600 mètres d'altitude, planant sur les courants thermiques, Argentavis pouvait probablement distinguer un animal de la taille d'un lapin sur le sol en dessous. Maintenant descendons au cou. Le cou d'Argentavis était long et musclé, probablement recouvert de plumes clairsemées à la base, comme chez les vautours modernes, mais pour des raisons peut-être différentes. Chez les vautours, la tête chauve facilite l'hygiène lors de l'alimentation à l'intérieur des carcasses. Chez Argentavis, si l'hypothèse du prédateur actif est correcte, la structure du cou servait avant tout à absorber le choc de l'impact lors de la saisie d'une proie. Et cet impact pouvait être considérable. Imaginez Argentavis en descente planée, à 40 ou 50 km/h, se préparant à saisir une proie au sol. L'énergie cinétique impliquée dans cette manœuvre est énorme. Le cou devait fonctionner comme un amortisseur biologique, absorbant le choc sans transmettre la force destructrice à la colonne vertébrale. Mais c'est en descendant vers les ailes que l'anatomie d'Argentavis devient vraiment extraordinaire. Les ailes. Ces ailes démesurées qui ont fait de cette créature à la fois un miracle et une énigme. Les plumes primaires d'Argentavis, les grandes plumes d'extrémité d'ailes qui génèrent la poussée, étaient d'une taille que nous pouvons à peine concevoir. Sur la base des proportions connues chez les oiseaux apparentés et des os d'ailes retrouvés, les chercheurs estiment que chaque plume primaire pouvait atteindre une longueur de 150 cm. 1,50 m, la taille d'un enfant de 10 ans. Chaque plume. Et il en avait plusieurs dizaines. La surface alaire totale, la superficie de l'aile vue de dessus, est estimée entre 7 et 8 mètres carrés. Pour comparaison, la surface alaire d'un planeur de compétition léger est d'environ 10 mètres carrés. Argentavis approchait les performances aérodynamiques d'un aéronef conçu par des ingénieurs humains, non pas grâce à la technologie, mais grâce à 3 millions d'années d'évolution. Mais voilà le point critique. Le point que les paléontologues ont mis des décennies à vraiment comprendre. Argentavis n'avait probablement pas les muscles pectoraux nécessaires pour battre ses ailes avec la fréquence et la puissance requises pour un vol actif soutenu. Les calculs sont implacables. Une étude biomécanique publiée dans la revue PLOS ONE en 2007, menée par Sankar Chatterjee et ses collègues de la Texas Tech University, a modélisé en détail les contraintes mécaniques du vol chez Argentavis. Leurs conclusions sont stupéfiantes. Pour décoller depuis une surface plane en battant des ailes,
Argentavis aurait eu besoin d'une puissance musculaire que sa structure osseuse ne pouvait tout simplement pas supporter. Les os se seraient fracturés sous la contrainte avant que l'oiseau ne quitte le sol. Alors, encore une fois, comment faisait-il? La réponse se trouve dans une stratégie de vol que seules quelques espèces d'oiseaux utilisent aujourd'hui. Une stratégie qui transforme la pesanteur d'un fardeau en allié. Une stratégie qui permet à des créatures d'une masse impossible de régner sur le ciel pendant des heures, voire des jours entiers, sans presque jamais battre des ailes. Cette stratégie, nous allons l'explorer en détail. Et quand vous comprendrez comment elle fonctionne, vous comprendrez pourquoi Argentavis ne pouvait exister que là où il existait, à cette époque précise, dans ce paysage précis, avec ces vents précis. Vous comprendrez aussi pourquoi, si ce paysage avait été légèrement différent, si les Andes avaient été plus hautes ou plus basses, si le climat avait été légèrement plus humide, si les forêts avaient avancé un peu plus sur les plaines, Argentavis n'aurait jamais pu exister du tout. C'est ça, la véritable histoire de cette créature. Pas seulement un oiseau géant, un oiseau qui était l'expression parfaite d'un moment géologique unique. Un oiseau que le temps lui-même avait créé, et que le temps allait détruire. Parlons de thermique. Parce que sans comprendre les thermiques, vous ne pouvez pas comprendre Argentavis. C'est aussi simple que ça. Un thermique, dans sa forme la plus basique, est une colonne d'air chaud qui monte. Le soleil chauffe le sol. Le sol chauffe l'air directement au-dessus de lui. Cet air chaud devient moins dense que l'air environnant et commence à monter, exactement comme une bulle dans un liquide. Il s'élève en spirale, parfois jusqu'à plusieurs milliers de mètres d'altitude, créant un ascenseur invisible dans le ciel. Les pilotes de planeurs connaissent parfaitement ce phénomène. Ils le traquent, le cartographient, l'exploitent. Un bon thermique peut porter un planeur de 0 à 2000 mètres d'altitude en quelques minutes, sans le moindre moteur. Les oiseaux planeurs font exactement la même chose depuis des millions d'années. Ils ont inventé cette technique bien avant que les humains n'y pensent. Les condors des Andes modernes sont des maîtres de cette technique. Ils peuvent passer des heures entières en vol sans battre des ailes une seule fois, exploitant les thermiques et les courants orographiques, ces vents ascendants qui se forment quand le vent horizontal rencontre une pente et est forcé vers le haut. Un condor peut couvrir 200 km dans une seule journée, en dépensant à peine plus d'énergie que s'il était resté posé sur un rocher. Argentavis faisait la même chose, mais à une échelle incomparablement plus grande. L'étude de Chatterjee, publiée dans PLOS ONE en 2007, a modélisé avec précision la dynamique de vol d'Argentavis dans les conditions climatiques du Miocène tardif argentin. Les résultats sont remarquables. En vol plané pur, sans aucun battement d'aile, Argentavis pouvait maintenir une vitesse de vol de environ 67 km/h. Sa vitesse de décrochage, la vitesse minimale en dessous de laquelle les ailes ne génèrent plus assez de portance, était d'environ 40 km/h. 40 km/h. C'est rapide pour un oiseau en vol plané, très rapide. Mais c'est aussi une contrainte. Argentavis devait constamment maintenir cette vitesse minimale pour rester en l'air. Il ne pouvait pas voler lentement. Il ne pouvait pas s'arrêter et rebrousser chemin facilement. Son vol était une sorte de trajectoire obligatoire, une négociation permanente avec la physique. Mais la vraie révélation de cette étude concerne l'efficacité énergétique du vol plané d'Argentavis. En exploitant les thermiques du Miocène tardif argentin, dont la puissance a été estimée à partir des données géologiques et climatiques de l'époque, Argentavis pouvait maintenir un vol soutenu avec une dépense énergétique remarquablement faible. Selon les modèles, il pouvait rester en l'air pendant des heures en brûlant à peine plus de calories qu'un oiseau de taille moyenne au repos. Son immense envergure lui permettait de capter des surfaces de thermique énormes, de rester dans la colonne d'air chaud ascendant bien plus longtemps qu'un oiseau plus petit. C'est le paradoxe central d'Argentavis résolu, au moins en partie. Sa taille, qui semblait être son plus grand obstacle au vol, était en réalité sa plus grande force. Plus l'envergure est grande, plus la charge à l'air, le rapport entre le poids et la surface des ailes, peut être optimisé pour le vol plané. Argentavis avait une charge à l'air d'environ 84 newtons par mètre carré. Pour comparaison, un condor des Andes a une charge à l'air d'environ 59 newtons par mètre carré. Argentavis était plus lourd relativement à ses ailes, ce qui signifiait qu'il planait plus vite, mais aussi qu'il exploitait les thermiques puissants d'une façon qu'aucun oiseau plus léger ne pouvait égaler. Il était conçu pour les grands thermiques, pour les vastes plaines ouvertes,
pour le vent des Andes. Mais il restait un problème. Un problème que l'étude de Chatterjee a mis en lumière avec une clarté brutale. Le décollage. Même en vol plané, même en exploitant parfaitement les thermiques, Argentavis devait bien décoller d'une façon ou d'une autre. Et c'est là que les calculs deviennent vraiment inconfortables. Pour décoller en battant des ailes depuis une surface plane, comme le font la plupart des oiseaux, Argentavis aurait eu besoin de muscles pectoraux d'une masse et d'une puissance que sa structure squelettique ne pouvait pas supporter. Alors les chercheurs ont cherché des alternatives. La première hypothèse, et la plus élégante, est celle du décollage orographique. Argentavis vivait dans une région de pentes, de collines, de reliefs naissants des proto-Andes. Il pouvait simplement trouver une pente exposée au vent, se positionner face au vent, déployer ses ailes immenses et laisser le vent lui fournir la vitesse de décollage dont il avait besoin. Exactement comme un planeur lancé depuis une pente. Pas besoin de battre des ailes, pas besoin de puissance musculaire massive, juste le vent, la pente et la physique. Cette hypothèse est aujourd'hui la plus largement acceptée parmi les spécialistes. Elle explique de façon cohérente pourquoi Argentavis vivait là où il vivait, dans une région de relief en formation, avec des vents constants et puissants du Pacifique, canalisés par les jeunes Andes. La deuxième hypothèse, complémentaire à la première, est celle de la course au décollage. Plusieurs grands oiseaux actuels incapables de décoller depuis une position stationnaire, comme les outardes ou les cygnes, prennent un élan en courant avant de pouvoir décoller. Selon les modèles biomécaniques, Argentavis aurait pu faire de même, courant sur quelques mètres face au vent pour atteindre la vitesse de décrochage de 40 km/h. Mais courir avec ce corps, avec ses ailes? Imaginez la scène. 70 kg de plumes et d'os, des ailes de 7 mètres à moitié déployées pour capter le vent, des pattes massives frappant le sol de la pampa argentine, la poussière s'élevant sous chaque foulée. Une créature à la limite de l'impossible, forçant la physique à coopérer. Ce n'était pas gracieux, ce n'était pas élégant, mais ça fonctionnait. Et une fois en l'air, une fois que les thermiques prenaient cette masse immense en charge, tout changeait. En altitude, Argentavis se transformait. La lourdeur disparaissait. La maladresse au sol devenait une majesté dans le ciel. Il pouvait monter en spirale dans un thermique, atteindre plusieurs milliers de mètres d'altitude, puis planait vers un thermique suivant en perdant de l'altitude très lentement, grâce à sa finesse aérodynamique exceptionnelle. La finesse, c'est le rapport entre la distance horizontale parcourue et l'altitude perdue en vol plané. Plus ce rapport est élevé, plus l'oiseau plane efficacement. Pour Argentavis, cette finesse était estimée à environ 23, ce qui signifie que pour chaque mètre d'altitude perdue, il avançait de 23 mètres horizontalement. 23 mètres pour chaque mètre de descente. Depuis 2000 mètres d'altitude, Argentavis pouvait planer sur 46 km sans rencontrer un seul thermique. Et si des thermiques étaient disponibles tout au long du trajet, ce qui était probablement le cas sur les plaines ouvertes du Miocène argentin, il pouvait voyager des centaines de kilomètres dans une seule journée. Des centaines de kilomètres. Sans presque jamais battre des ailes. Pensez à ce que cela signifie pour son territoire, pour sa zone de chasse, pour sa capacité à trouver de la nourriture dans un environnement qui, malgré son abondance apparente, était suffisamment vaste pour exiger une mobilité exceptionnelle. Mais il y a un autre aspect du vol d'Argentavis que les études récentes ont mis en lumière. Un aspect qui relie cette créature du Miocène à des recherches très actuelles en ingénierie aérospatiale. Ses ailes n'étaient pas rigides, elles n'étaient pas fixes comme les ailes d'un avion classique. Elles étaient flexibles, dynamiques, capables de modifier leur forme en temps réel pour s'adapter aux conditions atmosphériques changeantes. Les plumes primaires pouvaient s'écarter les unes des autres à l'extrémité de l'aile, comme les doigts d'une main qui s'ouvre, créant des fentes aérodynamiques qui réduisaient les turbulences et amélioraient la portance à basse vitesse. Ce mécanisme, appelé slot effect en anglais, est utilisé par presque tous les grands oiseaux planeurs actuels. Et il est aujourd'hui étudié par des ingénieurs aéronautiques pour améliorer les performances des drones et des ailes d'avion à basse vitesse. Argentavis, ce géant du Miocène, avait résolu des problèmes d'aérodynamique que l'ingénierie humaine explore encore aujourd'hui. Mais toute cette maîtrise du ciel reposait sur une condition fondamentale. Une condition fragile. Une condition que le temps allait finalement faire disparaître. Les thermiques. Les vents. Le paysage ouvert.
le climat spécifique du Miocène tardif argentin. Changez n'importe lequel de ces facteurs, et Argentavis ne peut plus voler. Ou plutôt, Argentavis ne peut plus exister du tout. Parce qu'un oiseau qui ne peut pas voler ne peut pas chasser, ne peut pas fuir, ne peut pas survivre. Et ces facteurs allaient changer, inexorablement. Lentement, sur des millions d'années, mais ils allaient changer. Comment? Pourquoi? Et qu'est-ce que cela nous dit sur la fragilité de créatures qui semblent, à première vue, invincibles? C'est là que l'histoire d'Argentavis commence à ressembler moins à un triomphe de l'évolution et davantage à une tragédie annoncée. Pour comprendre la vie d'Argentavis, il faut descendre du ciel et regarder ce qui se passait en dessous. Parce que le monde que survolait Argentavis n'était pas un monde vide. C'était un monde peuplé de créatures que l'imagination la plus débridée aurait du mal à inventer. Un monde où l'évolution, travaillant en isolation pendant des dizaines de millions d'années, avait produit des formes de vie qui n'existaient nulle part ailleurs sur la planète. Un monde si étrange, si foisonnant, si violent dans sa beauté, qu'il mérite d'être décrit en détail. L'Amérique du Sud du Miocène tardif était ce que les paléontologues appellent un laboratoire évolutif isolé. Depuis la séparation des continents, 65 millions d'années plus tôt environ, la faune sud-américaine avait suivi sa propre trajectoire. Sans connexion avec l'Afrique, sans pont vers l'Amérique du Nord, sans échange avec l'Eurasie, elle avait inventé ses propres solutions aux problèmes universels de la survie. Et certaines de ces solutions étaient absolument remarquables. Commençons par les herbivores. Parce que les herbivores définissent un écosystème autant que les prédateurs. Ce sont eux qui constituent la biomasse, l'énergie disponible, la ressource fondamentale autour de laquelle tout le reste s'organise. Les plaines du Miocène argentin étaient parcourues par des toxodons, des herbivores massifs, distants cousins des rhinocéros actuels dans leur apparence générale, mais appartenant à un groupe entièrement différent, les Notungulata. Un toxodon adulte pouvait peser entre 1000 et 2000 kg. C'était une masse de muscles et d'os, une créature qui broutait les herbes des pampas en groupe, probablement aussi grégaire que les buffles africains d'aujourd'hui. Trop grand pour qu'Argentavis s'attaque à un adulte en bonne santé. Mais les jeunes, les individus malades ou blessés, les carcasses abandonnées par d'autres prédateurs, là, c'était une autre histoire. Les Macrauchenia parcouraient aussi ces plaines. Des créatures déconcertantes, avec un corps vaguement chevalin, de longues pattes adaptées à la course et un cou qui portait peut-être une courte trompe, comme un tapir géant aux proportions allongées. Elles aussi appartiennent aux Lithopterna, un groupe de mammifères ongulés entièrement sud-américains, sans équivalent ailleurs dans le monde. Légères, rapides, probablement capables de vitesses respectables sur terrain ouvert. Trop rapides pour la plupart des prédateurs terrestres. Mais pas trop rapides pour quelque chose qui fondait du ciel. Et puis il y avait les glyptodontes. Les glyptodontes sont l'une de ces créatures qui semblent tout droit sorties d'un cauchemar dessiné par un enfant sous influence. Imaginez une tortue. Maintenant multipliez sa taille par 10. Couvrez-la d'une carapace ossifiée composée de centaines de plaques hexagonales imbriquées, si dures qu'elles pouvaient résister aux morsures des plus grands prédateurs de l'époque. Ajoutez une queue en massue, une arme naturelle capable de briser les os d'un attaquant imprudent. Et faites peser l'ensemble entre 500 kg et, pour les plus grandes espèces, 2 tonnes. Argentavis ne s'attaquait évidemment pas aux glyptodontes adultes. Personne ne s'y attaquait. Mais leur présence dans cet écosystème témoigne de la richesse et de la diversité de la mégafaune que survolait Argentavis chaque jour. Les paresseux terrestres géants méritent également une mention spéciale. Parce que les paresseux actuels, ces créatures lentes et mignonnes accrochées aux branches des forêts tropicales, ne donnent absolument aucune idée de ce qu'étaient leurs ancêtres du Miocène. Des espèces comme Megatherium, qui viendra plus tard, mais dont les ancêtres existaient déjà à l'époque d'Argentavis, pouvaient atteindre 6 mètres de longueur et peser plusieurs tonnes. Ils marchaient sur le sol, se dressaient sur leurs pattes arrière pour atteindre la végétation haute et n'avaient pratiquement aucun prédateur naturel à l'âge adulte. Mais c'est en regardant les prédateurs qu'on comprend vraiment la violence de cet écosystème. Les Phorusracidés, les oiseaux terreurs. Non, pas Argentavis. Une autre famille d'oiseaux géants, entièrement différente. Les Phorusracidés étaient des oiseaux incapables de voler, mais des chasseurs terrestres d'une efficacité terrifiante.
Ils pouvaient atteindre 2,50 m de hauteur. Leurs pattes étaient musclées, armées de griffes puissantes. Leur bec était un crochet massif, conçu pour tuer, pas pour charrier, pas pour avaler, mais pour tuer. Ils couraient à des vitesses estimées entre 50 et 60 km/h, selon certains modèles biomécaniques, pourchassant leur proie à travers les plaines ouvertes. L'Amérique du Sud du Miocène était donc un continent où les oiseaux avaient évolué dans deux directions radicalement opposées. D'un côté, les Phorus racidés, perdant le vol pour gagner la vitesse et la puissance au sol. De l'autre, Argentavis, conservant le vol et le portant à son extrême limite absolue. Deux stratégies, deux réponses différentes aux mêmes pressions évolutives, et toutes les deux fonctionnaient. Mais la relation entre Argentavis et les Phorus racidés était-elle compétitive? Se disputaient-ils les mêmes ressources alimentaires? Ou occupaient-ils des niches écologiques suffisamment différentes pour coexister sans conflit majeur? La réponse, selon la plupart des paléontologues, est que leur coexistence était possible précisément parce que leurs méthodes de chasse et leurs proies préférées différaient suffisamment. Un Phorus racide chassait activement, pourchassant des proies de taille petite à moyenne sur terrain ouvert, utilisant la vitesse et la surprise. Argentavis, lui, exploitait plus probablement une combinaison de charognage stratégique et de prédation opportuniste, fondant sur des proies isolées depuis une altitude suffisante pour que l'attaque soit irrésistible. Et il y avait aussi les prédateurs mammaliens. Les Sparasodonta, un groupe de mammifères carnivores sud-américains, convergents des félins et des carnivores placentaires du reste du monde, mais évolutivement distincts, peuplaient aussi ces plaines. Des créatures comme Thylacosmilus, parfois appelé le marsupial à dents de sabre, avec ses canines supérieures démesurées protégées par des excroissances osseuses de la mâchoire inférieure. Ces prédateurs occupaient la niche des grands félins dans l'Amérique du Sud isolée. Ils laissaient des carcasses qu'Argentavis pouvait localiser depuis des centaines de mètres de hauteur, grâce à sa vision exceptionnelle, et peut-être aussi grâce aux signaux comportementaux des autres charognards, les cercles de planeurs dans le ciel qui indiquent une carcasse depuis des kilomètres. Parce que c'est l'autre dimension de la vie d'Argentavis que nous avons tendance à négliger. Argentavis n'était pas seul dans le ciel. Il était probablement entouré d'autres membres de son espèce, d'autres Teratornithidae de tailles diverses, peut-être d'autres grands oiseaux planeurs dont les fossiles n'ont pas encore été découverts. Et comme chez les vautours modernes, ces oiseaux communiquaient indirectement par leurs mouvements dans le ciel. Quand l'un d'eux repérait une carcasse et commençait à descendre, les autres le voyaient et convergeaient. Le ciel au-dessus des pampas du Miocène n'était pas silencieux. Il était vivant d'une façon que nous pouvons à peine imaginer. Et au sol, les échanges étaient constants entre les différents niveaux de la chaîne alimentaire. Les glyptodontes mouraient de vieillesse ou de maladie, et leurs carcasses nourrissaient des dizaines d'espèces. Les toxodons donnaient naissance à des jeunes vulnérables pendant quelques semaines critiques. Les macrochénias blessés ralentissaient et devenaient des cibles. Pour Argentavis, ce monde était un buffet immense, servi sur une surface de plusieurs centaines de kilomètres carrés, accessible grâce à cette capacité extraordinaire à couvrir de grandes distances en dépensant un minimum d'énergie. Mais ce buffet avait une contrepartie, une exigence métabolique que la taille d'Argentavis imposait de façon inexorable. Un oiseau de 70 kg a besoin d'une quantité de nourriture considérable pour maintenir ses fonctions vitales. Les estimations varient, mais les modèles métaboliques suggèrent qu'Argentavis pouvait avoir besoin de l'équivalent de plusieurs kilogrammes de viande par jour, ou, s'il se nourrissait de façon irrégulière comme le font beaucoup de grands oiseaux charognards, de repas massifs espacés de plusieurs jours. Un vautour de Ruppel, qui pèse environ 7 kg, peut consommer jusqu'à 1 kg de viande en une seule occasion et tenir plusieurs jours sans se nourrir. En extrapolant ces données à la masse d'Argentavis, certains chercheurs estiment qu'un seul repas pouvait représenter 10 à 15 kg de viande, et que des intervalles de plusieurs jours entre les repas étaient probablement normaux. Ce qui signifie qu'Argentavis pouvait tolérer la disette. Il pouvait planifier sur le long terme, couvrir de grandes distances pour trouver de la nourriture, attendre que l'opportunité se présente. C'est une stratégie commune chez les grands prédateurs et charognards, et elle requiert une intelligence adaptée, une capacité à mémoriser les zones de la zone de chasse, à anticiper les mouvements de la proie, à reconnaître les signaux indiquant la présence d'une carcasse.
Rien ne nous dit qu'Argentavis était particulièrement intelligent au sens où nous entendons ce terme. Mais son cerveau était probablement suffisamment développé pour gérer cette complexité écologique. Suffisamment pour qu'il soit dans son monde bien plus qu'un simple prédateur opportuniste. Il était le seigneur d'un empire aérien. Un empire dont les frontières correspondaient à l'horizon visible depuis son altitude de croisière. Mais même les empires ont des limites. Et même les seigneurs ont des vulnérabilités. La vulnérabilité d'Argentavis n'était pas dans ses proies. Elle n'était pas dans ses compétiteurs. Elle était dans quelque chose de bien plus fondamental. Quelque chose que ni la taille, ni la force, ni la maîtrise du vol ne pouvaient compenser. Elle était dans le temps. Dans les millions d'années qui s'accumulaient inexorablement. Dans les changements lents mais implacables qui allaient transformer ce monde parfaitement adapté à Argentavis en un monde où Argentavis n'avait plus sa place. Mais avant d'arriver là, il faut revenir en arrière. Revenir au moment où les humains ont découvert qu'Argentavis avait existé. Parce que cette histoire, l'histoire de la découverte elle-même, est presque aussi fascinante que l'histoire de la créature. Et elle commence avec des os dans le désert argentin, un géologue surpris, et une question qui allait mettre des décennies à trouver une réponse. Nous sommes en 1979. L'Argentine est un pays en crise. La dictature militaire est au pouvoir depuis 3 ans. Le contexte politique est sombre, la société est sous tension. Mais dans les laboratoires et sur le terrain, la science continue. Parce que la science a cette qualité particulière, elle continue même quand le monde autour d'elle s'effondre. Une équipe de chercheurs argentins travaille dans la province de Mendoza. Ils sont géologues et paléontologues, membres d'une expédition de routine dans la formation Huayquerías, un ensemble de strates sédimentaires du Miocène tardif, des roches qui se sont déposées couche après couche pendant des millions d'années, emprisonnant dans leur substance tout ce qui avait la chance ou la malchance de mourir au bon endroit. La formation Huayquerías n'est pas spectaculaire au premier regard. C'est un paysage aride, pierreux, brûlé par le soleil. Les roches sont surtout des grès et des argiles, des sédiments fluviaux et lacustres qui témoignent d'un environnement bien différent de celui d'aujourd'hui. Les chercheurs avancent méthodiquement, examinant les affleurements rocheux, notant les strates, prélevant des échantillons. Et puis, quelqu'un voit quelque chose. Un fragment d'os qui dépasse de la roche. Rien d'exceptionnel à première vue. Les os de vertébrés du Miocène ne sont pas rares dans cette formation. Mais ce fragment est grand, trop grand pour appartenir à n'importe quel oiseau connu. On dégage soigneusement le fragment, puis un autre, puis plusieurs autres. Ce que l'équipe extrait de la roche ce jour-là est partiel, fragmentaire, comme presque tout ce que la paléontologie nous livre. Des éléments du squelette de l'aile, des fragments du torse, quelques autres pièces dispersées. Pas de crâne complet, pas de squelette entier. Mais suffisamment pour qu'une chose soit immédiatement claire à quiconque connaît l'anatomie des oiseaux. Ces os appartiennent à un oiseau. Un oiseau d'une taille absolument sans précédent. Les fragments sont transportés avec soin jusqu'au musée d'histoire naturelle de Buenos Aires. Là, 2 paléontologues vont prendre en charge leur description formelle. Kenneth Campbell de l'Université de Californie à Los Angeles et Eduardo Toni de l'Université de La Plata en Argentine. Ensemble, ils publient en 1980 la description officielle de l'espèce dans le Contributions in Science du Musée d'histoire naturelle du comté de Los Angeles. Le nom qu'ils choisissent est parfait. Argentavis, l'oiseau d'Argentine. Magnificens, magnifique. L'oiseau magnifique d'Argentine. Mais nommer une créature est une chose, la comprendre en est une autre. Et comprendre Argentavis allait s'avérer un défi qui durerait des décennies, et qui, à certains égards, n'est pas encore terminé aujourd'hui. La première difficulté était la reconstruction. Avec des os fragmentaires, comment estimer la taille réelle de la créature? Comment calculer son envergure, son poids, sa morphologie générale? Les paléontologues utilisent des techniques comparatives. Ils comparent les os disponibles avec ceux d'espèces apparentées de taille connue et extrapolent les proportions. Mais avec Argentavis, cette approche avait une limite sérieuse. Rien n'était assez grand pour servir de référence directe. Les Teratornithidés connus à l'époque, les proches parents d'Argentavis, étaient déjà grands, mais pas extraordinairement grands. Le Teratornis meriami d'Amérique du Nord, dont des restes avaient été trouvés dans les célèbres gisements de La Brea en Californie, avait une envergure d'environ 3,50 m. Grand, certainement, mais Argentavis était presque 2 fois plus grand.
Extrapoler depuis Terratornis meriami jusqu'à Argentavis, c'était comme utiliser un poulet pour estimer la taille d'une autruche. Les proportions ne s'appliquent pas de façon linéaire. À mesure que la taille augmente, les contraintes mécaniques changent. Les os doivent être plus épais relativement à leur longueur pour supporter le poids accru. Les muscles ont besoin de points d'ancrage différents. L'aérodynamique se comporte autrement. Campbell et Tony ont fait de leur mieux avec ce qu'ils avaient. Leurs estimations initiales plaçaient l'envergure entre 6 et 8 mètres, le poids entre 60 et 80 kg. Ces chiffres ont été acceptés par la communauté scientifique comme des approximations raisonnables, et ils n'ont pas été radicalement révisés depuis, ce qui témoigne de la solidité du travail original. Mais la vraie révolution dans la compréhension d'Argentavis est venue avec les outils numériques. Dans les années 2000, les paléontologues ont commencé à appliquer des modèles informatiques de biomécanique aux créatures disparues. Ces modèles permettent de simuler le comportement physique d'un corps dans différentes conditions, la contrainte sur les os sous différentes charges, la dynamique du vol à différentes vitesses, la consommation énergétique de différentes stratégies locomotrices. C'est dans ce contexte que Sankar Chatterjee, paléontologue à la Texas Tech University au Texas, a entrepris une analyse exhaustive du vol d'Argentavis. Son étude, copubliée avec Jack Templin en 2007 dans PLOS ONE, est aujourd'hui la référence incontournable sur la biomécanique de vol de cette créature. Chatterjee et Templin ont construit un modèle informatique complet d'Argentavis, ses dimensions, sa masse estimée, la surface et la forme de ses ailes, la structure de ses plumes. Ils ont ensuite simulé son comportement aérien dans les conditions atmosphériques reconstituées du Miocène tardif argentin. Leur conclusion, nous l'avons déjà évoqué, était nette sur un point essentiel. Le décollage depuis une surface plane par battement d'ailes était impossible. Mais le vol plané sur thermiques et courants orographiques non seulement était possible, il était remarquablement efficace. Cette étude a transformé la façon dont la communauté scientifique percevait Argentavis. D'une curiosité paléontologique, un oiseau extraordinairement grand dont on ne savait pas trop comment il fonctionnait, il est devenu un cas d'étude fascinant en aérodynamique évolutive. Une démonstration vivante des limites et des possibilités du vol biologique. Mais l'histoire de la découverte ne s'arrête pas là. Parce que les os de 1979 n'étaient pas les seuls fragments d'Argentavis qui existaient. D'autres trouvailles avaient été faites avant et après, dans différentes parties de l'Argentine, parfois sans que leur signification soit immédiatement reconnue. Un fragment d'humérus trouvé dans la province de Buenos Aires dans les années 60 avait été initialement classifié comme appartenant à un grand mammifère. Ce n'est qu'après la description officielle d'Argentavis qu'il a été réidentifié correctement. Un os de tarse, l'équivalent du pied, découvert dans la province de La Pampa dans les années 90, a permis d'affiner les estimations sur la locomotion terrestre de la créature. Chaque nouveau fragment est une pièce supplémentaire du puzzle. Chaque nouvelle pièce modifie légèrement l'image d'ensemble. Et l'image d'ensemble est toujours incomplète. Voilà l'une des réalités les plus frustrantes de la paléontologie d'Argentavis. Malgré 45 ans de recherche depuis sa description formelle, nous n'avons jamais trouvé de crâne complet. Nous n'avons jamais trouvé de squelette entier. Nous n'avons jamais trouvé de nid, d'œufs, de traces de comportement reproductif. Nous n'avons jamais trouvé de juvénile, ce qui signifie que nous ne savons pas à quoi ressemblait un Argentavis jeune, comment il grandissait, combien de temps il mettait pour atteindre sa taille adulte. Pour les oiseaux modernes de grande taille, la maturité sexuelle est tardive et la croissance est lente. Un condor des Andes met 6 ans pour atteindre sa pleine taille et sa maturité reproductive. Un albatros hurleur met encore plus longtemps. Pour Argentavis, dont la taille dépassait tous les oiseaux actuels, la maturité aurait pu nécessiter 10 ans, peut-être plus. 10 ans de croissance, 10 ans de vulnérabilité relative, 10 ans pendant lesquels un individu jeune devait apprendre à voler, à chasser, à trouver sa place dans l'écosystème du Miocène. Et cette lenteur de maturation implique quelque chose d'important sur la démographie de l'espèce. Si chaque individu mettait une décennie à atteindre la maturité, et si les adultes produisaient peu de jeunes chaque année, comme c'est le cas pour presque tous les grands oiseaux actuels, alors la population totale d'Argentavis ne pouvait pas être très nombreuse. Des estimations très approximatives, basées sur la densité d'individus que l'écosystème du Miocène argentin pouvait probablement supporter,
suggèrent que la population totale d'Argentavis pouvait se compter en quelques milliers d'individus, peut-être moins. Quelques milliers d'individus, pour toute une espèce, sur tout un continent. C'est une population remarquablement petite, une population fragile. Une population pour laquelle chaque perturbation sérieuse de l'environnement pouvait avoir des conséquences catastrophiques. Et les perturbations allaient venir. Mais avant de parler de la fin, il y a une dernière question à explorer. Une question qui a généré plus de débats, plus de spéculations, plus de désaccords dans la littérature scientifique que presque n'importe quel autre aspect de la biologie d'Argentavis. Une question qui touche au cœur même de ce qu'était cette créature. De comment elle se comportait, de comment elle se reproduisait, de comment elle vivait sa vie quotidienne. Cette question, c'est celle de la coloration, de l'apparence visuelle d'Argentavis, de ce que vous auriez vu si vous vous étiez trouvé sur une colline de la Pampa argentine il y a 6 millions d'années et qu'un Argentavis adulte avait plané au-dessus de vous, à 100 mètres d'altitude, tournant lentement dans un thermique. Qu'auriez-vous vu exactement? Et la réponse à cette question va vous surprendre, parce qu'elle révèle quelque chose de fondamental sur la façon dont nous reconstruisons les créatures disparues, et sur les limites de ce que la science peut et ne peut pas nous dire. La couleur est l'une des choses que les fossiles ne conservent pas directement, pas facilement. Les os nous disent la taille, la forme, la structure. Les dents nous disent le régime alimentaire. Les insertions musculaires sur les os nous disent la puissance et le mouvement. Mais la couleur des plumes, cette information fondamentale sur l'apparence visuelle d'un oiseau, sur sa communication sociale, sur son comportement reproductif, disparaît presque toujours avec la décomposition des tissus mous. Presque toujours. Parce que ces dernières années, la paléontologie a développé des techniques extraordinaires pour récupérer des informations sur la pigmentation des plumes fossilisées. Des chercheurs ont identifié des structures subcellulaires appelées mélanosomes dans des plumes fossilisées vieilles de dizaines de millions d'années. Ces mélanosomes, de minuscules organites qui contiennent les pigments mélaniques, ont des formes caractéristiques selon le type de pigmentation qu'ils produisent. Des mélanosomes sphériques produisent des plumes noires. Des mélanosomes allongés produisent des plumes brun-roux. Leur arrangement dans la plume détermine si elle est mate ou irisée. Cette technique a permis de reconstituer la coloration de plusieurs espèces d'oiseaux et de dinosaures à plumes, avec une précision surprenante. Le Microraptor, ce dinosaure volant du Crétacé, avait probablement des plumes noires irisées, comme un corbeau moderne. L'Anchiornis, un autre dinosaure du Jurassique, avait un plumage à motifs complexes de noir, de blanc et de brun rouge. Mais pour Argentavis, ces techniques se heurtent à un obstacle fondamental. Les plumes d'Argentavis n'ont jamais été trouvées fossilisées. Pas une seule. Les conditions de fossilisation dans la formation Huayquerias n'étaient pas favorables à la préservation des tissus mous. Nous avons les os. Nous n'avons pas les plumes. Alors comment les artistes et les paléontologues reconstituent-ils l'apparence d'Argentavis dans les illustrations scientifiques et les documentaires? Par comparaison, par déduction phylogénétique, par analogie avec les espèces apparentées. Les Teratornithidae, le groupe auquel appartient Argentavis, sont aujourd'hui considérés comme proches des oiseaux qui forment l'ordre des Cathartiformes, les vautours du Nouveau Monde, qui inclut les condors, les urubus, les sarcoramphes. Ce groupe présente une tendance marquée vers des plumages dominés par le noir et le brun sombre, avec parfois des zones blanches contrastées sur les ailes. Sur cette base, beaucoup de reconstructions représentent Argentavis avec un plumage sombre, des plumes de corps brun-noir, peut-être des zones plus claires sur les couvertures alaires ou sous les ailes. Certaines reconstructions ajoutent une coloration vive sur la tête et le cou, par analogie avec les condors actuels dont les têtes nues sont souvent rouge vif ou orange. Mais voilà le problème. Ce sont des hypothèses raisonnables, informées par la phylogénétique, mais des hypothèses quand même. Et cette incertitude sur la couleur illustre parfaitement quelque chose de fondamental sur notre connaissance d'Argentavis. Chaque aspect de cette créature que nous ne pouvons pas déduire directement des os est sujet à un degré d'incertitude que les reconstructions populaires, les illustrations dans les livres, les animations dans les documentaires tentent à masquer. Prenons la question du comportement reproductif. Nous ne savons pas si Argentavis construisait des nids. Si oui, où?
sur des falaises, dans des arbres, au sol. Nous ne savons pas combien d'œufs ils pondaient par saison. Nous ne savons pas si les deux parents participaient à l'incubation et à l'élevage des jeunes, bien que cela soit probable par analogie avec les grands oiseaux actuels. Nous ne savons pas si Argentavis était monogame ou polygame. Nous ne savons pas s'il vivait en colonies reproductrices ou en couples isolés. Pour les condors des Andes, qui peuvent servir de modèle comportemental approximatif, la reproduction est un investissement énorme. Un couple ne produit qu'un seul œuf tous les 2 ans. L'incubation dure 54 à 72 jours. Le jeune reste dépendant de ses parents pendant plus d'1 an après l'éclosion. Le tout forme un cycle reproductif d'environ 2 ans et demi par tentative. Si Argentavis avait un cycle reproductif similaire, et les contraintes de taille suggèrent que ce pouvait être encore plus long, alors une femelle adulte ne produisait peut-être qu'une dizaine de descendants viables au cours de toute sa vie, peut-être moins. Une dizaine de descendants, pour maintenir une espèce entière. C'est le fil ténu sur lequel reposait la survie d'Argentavis. Un fil que n'importe quelle perturbation sérieuse pouvait couper. Mais c'est une autre question non résolue qui hante véritablement les paléontologues depuis des décennies. Une question qui touche à quelque chose de bien plus profond que la couleur ou le comportement reproductif. Une question qui concerne la place d'Argentavis dans l'histoire de l'évolution du vol. Comment Argentavis a-t-il atteint cette taille? La question semble simple. La réponse ne l'est pas du tout. L'évolution vers les grandes tailles, ce que les biologistes appellent la méga-évolution ou le gigantisme, suit généralement une logique claire. Dans un environnement où les ressources sont abondantes et les prédateurs peu nombreux, les individus plus grands ont souvent un avantage sélectif. Ils peuvent accéder à des ressources inaccessibles aux individus plus petits. Ils peuvent résister aux prédateurs plus efficacement. Ils peuvent survivre plus longtemps aux périodes de disette. Pour les oiseaux planeurs, une taille plus grande améliore l'efficacité du vol plané, jusqu'à un certain point. Au-delà de ce point, les coups de la grande taille commencent à l'emporter sur les avantages. Le décollage devient difficile, puis impossible. La manœuvrabilité diminue. La vulnérabilité aux accidents de vol augmente. Argentavis semble être exactement à ce point limite. Précisément à la frontière entre le possible et l'impossible. Ce n'est probablement pas une coïncidence. Une étude publiée dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences en 2010, menée par une équipe de l'Université de Californie à Berkeley, a modélisé les contraintes évolutives sur la taille maximale des oiseaux volants à travers l'histoire. Leurs conclusions suggèrent que la taille d'Argentavis représente très probablement le maximum absolu que la physique du vol peut accommoder pour un oiseau avec une morphologie similaire à la sienne. Le maximum absolu. Pas presque le maximum, pas proche du maximum, le maximum. Ce que cela signifie, c'est qu'Argentavis n'avait nulle part où aller en termes d'évolution vers des tailles plus grandes. Il avait atteint la limite physique imposée par les lois de l'aérodynamique. Tout individu légèrement plus grand qu'un Argentavis adulte moyen n'aurait probablement plus pu voler du tout. L'évolution l'avait poussé jusqu'au bord. Et là, au bord, elle l'avait maintenu pendant des millions d'années. C'est vertigineux quand on y pense vraiment. Une espèce entière vivant en permanence à la limite extrême du possible. Une espèce dont chaque individu adulte représentait une solution au bord de l'échec. Un oiseau qui existait dans une fenêtre si étroite de conditions physiques acceptables que la moindre perturbation, un peu plus de poids, un peu moins de vent, des thermiques légèrement moins puissants, suffisait à faire basculer la balance de la survie vers la mort. Et voilà le mystère central qui n'est toujours pas complètement résolu aujourd'hui. Comment Argentavis a-t-il pu exister aussi longtemps dans ces conditions? Parce qu'Argentavis n'est pas apparu soudainement dans les strates du Miocène tardif. Les Teratornithidae existent depuis bien plus longtemps. Des formes ancestrales, plus petites, sont connues dès l'Éocène, il y a environ 40 millions d'années. La lignée a progressivement évolué vers des tailles plus grandes au fil des millions d'années. Et Argentavis magnificens représente le sommet de cette trajectoire, une espèce qui a persisté pendant au moins 6 millions d'années, selon les données fossiles disponibles. 6 millions d'années au bord de l'impossible. 6 millions d'années pendant lesquelles l'environnement a dû rester suffisamment stable, les thermiques suffisamment puissants, le paysage suffisamment ouvert, les proies suffisamment disponibles, pour que cette espèce à la limite de la physique puisse se reproduire, survivre et prospérer. C'est en soi
une prouesse évolutive remarquable. Mais il y a encore autre chose. Quelque chose que les études récentes de biomécanique ont révélé et qui remet en question une hypothèse fondamentale sur les capacités locomotrices d'Argentavis. Nous avons longuement parlé de son vol, de ses ailes, de ses thermiques. Mais qu'en est-il de sa vie au sol? Pendant des années, l'image dominante d'Argentavis au sol était celle d'un géant maladroit, un oiseau magnifique dans les airs, mais lourd, lent et vulnérable sur la terre ferme. Comme les albatros modernes, qui marchent avec une démarche comique sur leurs pattes palmées avant de plonger dans le vent pour retrouver leur grâce naturelle. Mais une analyse des os des membres inférieurs d'Argentavis, publiée dans le Journal of Morphology en 2019, a suggéré quelque chose de différent, quelque chose de surprenant. Ses pattes étaient robustes, très robustes, avec des proportions qui correspondent davantage à un oiseau capable de marche active et soutenue qu'à un oiseau confiné au minimum de locomotion terrestre. Les griffes, partiellement connues grâce à quelques fragments d'os des orteils, semblent moins courbées que chez les rapaces chasseurs, mais assez robustes pour assurer une prise ferme sur le sol. Ce que cette étude suggère prudemment, c'est qu'Argentavis pouvait marcher de façon assez efficace sur le sol. Pas courir, sa taille et sa morphologie générale ne s'y prêtaient probablement pas. Mais marcher. Se déplacer sur la terre ferme avec une certaine aisance, peut-être pour accéder à des carcasses situées dans des zones où l'atterrissage était difficile, peut-être pour explorer des zones de terrain qui ne permettaient pas le décollage immédiat. C'est une nuance importante. Elle transforme légèrement l'image d'Argentavis, pas seulement un seigneur du ciel, mais aussi un acteur actif du sol. Une créature capable de fonctionner dans les deux domaines, même si c'est dans les airs qu'il excellait vraiment. Mais cette robustesse au sol pose une autre question. Une question à laquelle personne n'a encore vraiment de réponse satisfaisante. Si Argentavis pouvait marcher efficacement, si ses pattes étaient assez robustes pour supporter son poids sur terrain accidenté, alors pourquoi n'a-t-il pas évolué vers une stratégie de chasse plus terrestre? Pourquoi n'a-t-il pas suivi le chemin des Phorus racidés, abandonnant progressivement le vol pour devenir un prédateur terrestre plus polyvalent? La réponse est peut-être simplement que les deux niches étaient déjà occupées. Les Phorus racidés étaient là. Ils occupaient le rôle du prédateur terrestre rapide avec une efficacité impressionnante. Argentavis n'avait rien à gagner à entrer en compétition directe avec eux sur leur propre terrain. Alors il a conservé le ciel. Il a maintenu cette stratégie extraordinaire, coûteuse, risquée, mais unique. Le ciel lui appartenait entièrement. Aucun autre prédateur de cette taille ne pouvait lui disputer l'espace aérien. Le ciel était son empire, et son empire était immense. Mais tous les empires finissent. Et la fin d'Argentavis, la vraie raison de sa disparition, est peut-être la partie la plus instructive et la plus troublante de toute son histoire. Il y a environ 5 millions d'années, quelque chose commence à changer. Pas soudainement, pas de façon spectaculaire, pas avec l'éclat d'un astéroïde ou la violence d'une éruption volcanique massive, mais avec la lenteur inexorable des processus géologiques, la lenteur qui, précisément parce qu'elle est invisible à l'échelle d'une vie individuelle, est la plus dangereuse pour les espèces qui n'ont pas les moyens de s'adapter assez vite. Le premier changement est tectonique. Les Andes continuent de pousser vers le ciel. Ce processus qui avait créé les conditions idéales pour Argentavis, les pentes, les vents ascendants, les courants orographiques, commence à produire des effets secondaires qui lui sont de moins en moins favorables. Des chaînes de montagnes plus hautes créent des zones d'ombre pluviométriques plus étendues. Les versants sous le vent deviennent plus arides. Mais surtout, la topographie change d'une façon qui modifie les patterns de circulation atmosphérique à grande échelle. Les thermiques ne disparaissent pas, mais leur distribution, leur puissance, leur régularité évoluent. Lentement, sur des milliers, puis des dizaines de milliers d'années. Le deuxième changement est climatique. Le Miocène tardif et le Pliocène qui lui succèdent sont des périodes de refroidissement global progressif. Les températures moyennes baissent, les glaciers s'étendent aux hautes latitudes. Et en Amérique du Sud, ce refroidissement se traduit par une transformation du paysage végétal. Les prairies ouvertes qui avaient caractérisé le Miocène commencent à se modifier. Certaines zones se reboisent partiellement. D'autres deviennent plus arides encore, transformant les savanes en semi-déserts moins productifs biologiquement. Moins productifs biologiquement,
Cela signifie moins de proies, moins de mégafaune, moins de carcasses disponibles pour un charognard géant. Et le troisième changement est le plus radical de tous. Il y a environ 3 millions d'années, le pont terrestre le Panama se ferme définitivement. L'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud se connectent. Et ce qui suit, ce que les paléontologues appellent le grand échange américain, est l'une des plus grandes perturbations fauniques de l'histoire récente de la planète. Des mammifères nord-américains déferlent vers le sud. Des chevaux, des tapirs, des camélidés, des cervidés, des gomphothères, des proboscidiens, ancêtres lointains des éléphants, et surtout, des prédateurs. Des vrais prédateurs placentaires, avec des millions d'années d'évolution compétitive derrière eux. Des ancêtres des jaguars, des ancêtres des pumas, des ours. Ces nouveaux arrivants entrent en compétition directe avec la faune endémique sud-américaine. Et les résultats sont dévastateurs pour de nombreuses espèces locales. Les Sparasodonta, ces carnivores endémiques sud-américains, dont le Thylacosmilus, disparaissent rapidement. Les Phorus racidés, qui avaient régné comme prédateurs terrestres pendant des dizaines de millions d'années, déclinent et s'éteignent. La mégafaune herbivore endémique, les toxodons, les macrochénias, résistent mieux dans un premier temps, mais elle aussi décline progressivement sous la pression combinée des nouveaux prédateurs et des changements climatiques. Pour Argentavis, ce bouleversement est potentiellement catastrophique sur plusieurs fronts simultanément. Premièrement, les nouvelles espèces prédatrices venues du Nord sont des compétitrices sérieuses pour l'accès aux carcasses. Des félins comme les ancêtres des jaguars ne laissent pas les carcasses inoccupées longtemps. Et contrairement aux Sparasodonta endémiques avec lesquels Argentavis avait coévolué pendant des millions d'années et avec lesquels un équilibre écologique stable s'était établi, ces nouveaux prédateurs n'avaient pas évolué dans un contexte où Argentavis était présent. Les interactions n'étaient pas régulées par des millions d'années de coévolution. Elles étaient imprévisibles. Deuxièmement, le déclin de la mégafaune herbivore endémique réduisait directement la quantité de biomasse disponible. Moins de toxodons, moins de macrochénias, moins de glyptodontes, moins de grandes carcasses pour nourrir un oiseau de 70 kg. Et troisièmement, peut-être le facteur le plus subtil, mais potentiellement le plus décisif, les changements climatiques et végétaux modifiaient le paysage même sur lequel reposait la stratégie de vol d'Argentavis. Plus de forêts, moins de plaines ouvertes, des thermiques moins réguliers dans les zones partiellement boisées, des corridors de vol qui se ferment progressivement. Un oiseau dont le vol dépend entièrement des conditions atmosphériques d'un paysage ouvert ne peut pas fonctionner dans un paysage forestier. Il ne peut pas décoller depuis une forêt. Il ne peut pas manœuvrer entre les arbres. Il ne peut pas exploiter les thermiques qui ne se forment pas au-dessus des canopées denses de la même façon qu'au-dessus des plaines herbeuses. La combinaison de ces facteurs, changement climatique, transformation du paysage, bouleversement phonique lié au grand échange américain, a vraisemblablement créé une pression évolutive que la population déjà fragile d'Argentavis ne pouvait pas absorber. Une espèce avec des milliers d'individus, un cycle reproductif de plusieurs années, une dépendance absolue à des conditions environnementales très spécifiques, face à des perturbations simultanées sur plusieurs fronts. Le résultat était inévitable, pas immédiat, mais inévitable. Les données fossiles suggèrent qu'Argentavis a disparu il y a environ 5 à 6 millions d'années. Certains fragments fossiles pourraient indiquer une persistance légèrement plus tardive, mais les preuves sont ambiguës et font l'objet de débats dans la communauté scientifique. Ce qui est clair, c'est qu'aucun reste d'Argentavis n'est connu après la fin du Miocène. La fenêtre s'était refermée. Le monde qui avait rendu Argentavis possible, ce moment géologique unique, cette combinaison précise de paysages, de climat, de faune et d'atmosphère, ce monde avait cessé d'exister. Et Argentavis avait cessé d'exister avec lui. Mais est-ce que quelque chose a survécu? La question de l'héritage d'Argentavis est plus complexe qu'elle ne le paraît. Au sens phylogénétique strict, Argentavis magnificens comme espèce n'a pas de descendants directs connus. Les Teratornithidae dans leur ensemble se sont éteints. Le dernier représentant connu du groupe est Teratornis merriami, qui a survécu en Amérique du Nord jusqu'à environ 10 000 ans avant notre époque, bien après la disparition d'Argentavis, mais finalement victime lui aussi des extinctions de la mégafaune de la fin du Pléistocène. Donc non, il n'y a pas d'Argentavis réduit quelque part, survivant sous une forme modifiée. Le groupe est éteint, entièrement.
Mais l'héritage évolutif d'Argentavis existe dans un sens plus large. Les cathartiformes, les vautours du Nouveau Monde, dont les condors, sont probablement les oiseaux vivants les plus proches parents des Teratornithidae. Le condor des Andes, Vultur gryphus, avec son envergure de 3 mètres et son mode de vie de planeur des hautes altitudes, est en quelque sorte l'écho vivant et réduit d'Argentavis. Il utilise les mêmes thermiques andins. Il exploite les mêmes courants orographiques. Il survole les mêmes paysages. Des paysages transformés par 6 millions d'années de changements géologiques et climatiques, mais reconnaissables. Quand vous voyez un condor des Andes planer au-dessus des sommets andins, vous voyez quelque chose qui ressemble, de loin, à ce que devait être Argentavis dans le ciel du Miocène. Pas la même espèce, pas la même taille, mais la même stratégie, le même rapport au vent, la même maîtrise des courants invisibles de l'atmosphère. C'est une continuité qui traverse 6 millions d'années. Et puis il y a l'héritage scientifique et technologique d'Argentavis. Parce que cette créature, ce paradoxe volant du Miocène, a contribué de façon substantielle à notre compréhension des limites physiques du vol biologique. Les études biomécaniques menées sur Argentavis ont produit des modèles et des données qui ont des applications concrètes en ingénierie aérospatiale. Les recherches sur la façon dont Argentavis gérait les turbulences avec ses plumes primaires mobiles ont informé des designs de drones à ailes flexibles. Les modèles de vol plané développés pour comprendre Argentavis sont utilisés pour optimiser des planeurs sans moteur. La façon dont une créature de cette masse pouvait exploiter les thermiques de façon aussi efficace intéresse des ingénieurs qui cherchent à développer des aéronefs solaires capables de rester en altitude indéfiniment en exploitant les mouvements de l'atmosphère. Argentavis, mort il y a 6 millions d'années, contribue encore à l'ingénierie du XXIe siècle. Et il y a une dernière dimension de l'héritage d'Argentavis qui mérite d'être mentionnée, une dimension culturelle et mythologique. Les peuples indigènes d'Amérique du Sud ont des traditions orales qui mentionnent des oiseaux gigantesques, des créatures capables d'emporter des êtres humains, de voyager entre les mondes, d'être des messagers entre les hommes et les dieux. Le Thunderbird des traditions amérindiennes d'Amérique du Nord, le condor des cosmologies andines, figure centrale dans les mythologies Quechua et Aymara. Des traditions qui accordent aux grands oiseaux planeurs une signification cosmique, une place particulière entre la terre et le ciel, entre le monde des vivants et celui des ancêtres. Est-ce que certaines de ces traditions ont des racines dans des rencontres réelles avec des Teratornithidae tardifs? Teratornis merriami a persisté jusqu'à environ 10 000 ans avant notre époque, ce qui signifie que les premiers peuples qui ont traversé le détroit de Bering et peuplé les Amériques ont certainement croisé ces gigantesques oiseaux planeurs. Ils les ont observés, ils les ont peut-être chassés, ou peut-être ont-ils été observés par eux depuis les hauteurs. Ces rencontres ont-elles laissé une empreinte dans la mémoire culturelle de ces peuples? C'est une hypothèse fascinante, invérifiable dans l'état actuel des connaissances, mais fascinante. Et c'est peut-être là l'héritage le plus profond d'Argentavis et de ses cousins. Pas seulement dans les strates du Miocène argentin, pas seulement dans les modèles biomécaniques des revues scientifiques, pas seulement dans les designs de drones du XXIe siècle, mais dans quelque chose de plus ancien et de plus humain, dans cette fascination universelle pour les grandes créatures ailées qui planent entre le sol et les nuages, entre le connu et l'inconnu. Argentavis n'était pas un monstre, il n'était pas une menace cosmique, il était une solution, élégante, précaire, extraordinaire, à la question posée par l'évolution depuis que les premiers vertébrés ont regardé le ciel et développé des structures capables de les y porter. Comment voler plus haut, plus loin, plus longtemps? Argentavis magnificens a répondu à cette question de la façon la plus ambitieuse que la biologie ait jamais tentée. Il a poussé la réponse jusqu'à la limite absolue du possible. Et pendant 6 millions d'années, dans ce coin particulier d'un continent particulier, dans un moment géologique qui ne reviendra jamais, cette réponse a fonctionné. Puis le monde a changé, et Argentavis est parti avec le monde qu'il avait habité. Mais les questions qu'il pose, sur les limites du vivant, sur la fragilité des solutions évolutives les plus audacieuses, sur ce qui est possible et ce qui ne l'est pas, ces questions, elles, restent. Et elles méritent d'être posées, encore et encore. Parce que comprendre Argentavis, c'est comprendre quelque chose d'essentiel sur la vie elle-même, sur sa capacité à produire des solutions que nous n'aurions jamais imaginées.
sur sa tendance à pousser ses solutions jusqu'à leurs limites extrêmes, et sur l'inévitabilité du moment où ces limites rejoignent les contraintes changeantes d'un monde qui ne reste jamais immobile. Le ciel au-dessus des pampas argentines est aujourd'hui silencieux. Les thermiques montent toujours. L'air chaud monte toujours au-dessus des plaines ouvertes. Les Andes créent toujours des courants orographiques puissants. Mais il n'y a plus rien d'assez grand pour les exploiter comme Argentavis les exploitait. Ce ciel attend, vide, immense, parcouru par des vents qui ne portent plus rien. Parfois, un condor des Andes passe, 3 mètres d'envergure, magnifique, majestueux. Et pourtant, à peine la moitié de ce qu'était Argentavis. L'ombre qui bloquait le soleil il y a 6 millions d'années ne reviendra pas. Mais nous savons maintenant qu'elle a existé. Nous en avons les os, nous en avons les calculs, nous en avons les modèles. Et nous avons cette chose précieuse que la paléontologie nous offre, la certitude que le monde a été, à un moment, bien plus étrange et bien plus grand que tout ce que nous pouvons voir aujourd'hui. Argentavis magnificens, l'oiseau magnifique d'Argentine, la plus grande chose qui ait jamais volé sur cette planète. Il ne devait pas pouvoir voler. Et pendant 6 millions d'années, il a volé quand même. L'oiseau magnifique d'Argentine, la plus grande chose qui ait jamais volé sur cette planète. Il ne devait pas pouvoir voler. Et pendant 6 millions d'années, il a volé quand même.